Un artiste de talent est quelqu'un qui peut créer quelque chose à partir de rien. Quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Regardez ce logo, ce rouge, le logo de Nintendo. Pour 99% d'entre vous, ce rouge c'est l'innocence. C'est dimanche matin en pyjama, c'est la Switch, c'est Mario, c'est le divertissement familial par excellence. Mais si on gratte un peu, on réalise que ce rouge historiquement, ce n'est pas celui de la joie, c'est celui du sang et celui des tables de jeux clandestins. On a tous cette image de Nintendo, l'artisan de jeux vidéo déconnecté du monde réel qui fabrique du rêve. Mais c'est faux, c'est un mensonge marketing brillant, peut-être le plus grand tour de force du XXe siècle. Parce que derrière la moustache de Mario, il y a une histoire d'alliance occulte avec la mafia japonaise, une histoire de tripot, de blanchiment d'argent et d'un patron sociopathe qui a dirigé sa boîte comme un clan yakuza. Aujourd'hui, on va comprendre comment une fabrique de cartes pour gangsters est devenue la conscience morale du jeu vidéo. Et vous allez voir, la dissonance cognitive est violente. Alors installez-vous, on a des choses à dire. Remettons les choses dans leur contexte. On est en 1889. Fusajiro Yamauchi fonde Nintendo Kopai à Kyoto. Oublie la Silicon Valley, oublie les microprocesseurs, on est sur de l'artisanat pur. Des cartes, les hanafuda, littéralement les cartes de fleurs en japonais. Le truc, c'est que le Japon de l'époque, c'est pas la fête. Le shogunat a banni les jeux d'argent depuis des siècles. C'est illégal et c'est immoral. Mais Yamauchi, c'est un disrupteur avant l'heure. Il a compris une chose essentielle, si tu ne peux pas changer la loi, change le produit. Il décide de créer alors des cartes sans chiffres, juste des images. Officiellement, c'est de l'art, c'est éducatif, mais concrètement, c'est l'outil parfait pour les parieurs et c'est là que le business model devient fascinant. À cette époque-là, qui sont les plus gros consommateurs de jeux d'argent illégaux? Bien évidemment, les yakuza. Et les yakuza ont un problème logistique majeur, la paranoïa. Dans un tripot géré par la pègre, on ne joue pas deux fois avec le même paquet. Pourquoi? Parce qu'une carte usée, c'est une carte marquée. Une carte marquée, c'est de la triche. Et la triche chez les yakuza, ça se finit généralement avec un doigt en moins. Donc la logique est implacable. On ouvre un paquet, on joue une manche, on jette le paquet. C'est du consumable, c'est l'ancêtre de l'obsolescence programmée telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et Nintendo, à cette époque, ne vend pas un jeu de société qu'on garde 10 ans dans un placard. Ils vendent des munitions pour le crime organisé. C'est du flux tendu, et c'est ça qu'il faut comprendre. Le premier capital de Nintendo, les fondations de l'empire qui a créé Zelda, Mario, c'est l'argent du vice. C'est un business B2B avec la mafia. C'est sale, c'est toxique, mais d'un point de vue purement entrepreneurial, c'est du génie. 1949. C'est le moment charnière. L'arrivée d'Hiroshi Yamauchi. Et si vous pensez que Steve Jobs était un patron difficile, vous n'êtes pas prêt pour Hiroshi. À seulement 22 ans, il hérite de la boîte, et sa première décision, il vire tout le monde. Les vieux cadres, les membres de sa propre famille, dehors il veut le pouvoir absolu. Une sorte de dictature corporate. Mais Hiroshi, il a un problème. Le marché des cartes sature. Les yakuza c'est bien, mais le business est limité. Il va donc faire ce que font toutes les boîtes en crise d'identité, il va pivoter. Sauf que ces pivots au sein de l'entreprise, c'est du grand n'importe quoi. C'est le chaos total. Compagnie de taxi, problème avec les syndicats, c'est un échec. Rien instantané, apparemment immangeable, c'est aussi un échec. Et l'aspirateur Nintendo, un échec. Mais le sommet de l'absurde, c'est les Love Hotels. Oui, vous avez bien entendu. Nintendo, la marque qui vous vend Animal Crossing, et la sécurité parentale a géré une chaîne d'hôtels de passe à Kyoto. Le concept, des chambres louées à l'heure pour les couples illégitimes. Et la rumeur disait qu'Hiroshi était son propre meilleur client. C'est hallucinant quand on y pense avec nos yeux en 2026. Imaginez un grand patron de la tech ouvrir une chaîne de motels douteux sur la route 66. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est arrivé. Pourquoi je vous raconte ça? Pas juste pour l'anecdote croustillante, mais parce que c'est dans cet échec cuisant, au bord de la faillite et avec une dette colossale que Nintendo va forger sa philosophie actuelle. C'est le mur de la réalité qui les a forcés à devenir créatifs. Et c'est là qu'entre en scène Gunpei Yokoi. Retenez ce nom, sans lui pas de Game Boy, pas de Switch. Gunpei, c'est un agent de maintenance. À l'époque, il s'ennuie, il bricole et il fabrique l'Ultra N, un bras extensible en plastique. Un gadget nul objectivement, mais Yamauchi le voit et au lieu de le virer pour perdre de temps, il dit à Gunpei « on vend ça ». C'est la naissance du dogme, la pensée latérale des technologies désuètes. C'est la phrase la plus importante de l'histoire du jeu vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêtez de chercher la puissance, arrêtez de faire la course à la technologie de pointe qui coûte une fortune, prenez une technologie vieille, moche, pas chère, que tout le monde maîtrise et trouvez-lui une application fun. Le Love Tester, c'est un voltmètre, juste un appareil pour mesurer la conductivité de la peau. Coût de production, 0. Marge, indécente. La Game Boy a un écran encore en noir et blanc, alors que la concurrence avait de la couleur. Mais la Game Boy avait 20 heures d'autonomie et la Game Gear en avait 2.
Et c'est ça la magie noire de Nintendo. C'est de transformer de la contrainte budgétaire en philosophie de design. C'est utiliser des composants morts pour créer de la vie. Et c'est exactement ce qu'ils font encore aujourd'hui avec la Switch. Mais revenons-en au crime. Années 80, Nintendo veut conquérir l'Amérique. Problème, l'américain Atari, leader mondial du marché à cette époque-là, subit des pertes financières abyssales de jour en jour. Donc à cette époque-là, les États-Unis détestent les jeux vidéo après le crash de 1983. Et Nintendo a toujours cette odeur de soufre, se passer de cartes à jouer pour parieurs. Alors, Yamauchi va faire un coup de maître, un rebranding total de Nintendo. La Famicom ne sera pas une console, ce sera un entertainment system. Et surtout, ils vont créer le Nintendo Seal of Quality. Ce petit macaron doré sur vos boîtes de jeux, ce n'est pas juste du marketing, c'est un message politique. C'est Nintendo qui le dit, c'est nous qui contrôlons. C'est la fin du chaos, c'est l'ordre. C'est l'antithèse absolue de leur passé mafieux. Pour faire oublier qu'ils fournissaient les Yakuza, ils vont devenir la police du jeu vidéo. Ils vont censurer le sang, la religion, le sexe, et ils vont même devenir plus puritains que Disney. Mario, c'est l'agent blanchisseur, un plombier universel, asexué, héroïque. En 10 ans, Nintendo passe de fournisseur de tripots à nounou de l'Amérique. Le blanchiment d'image est total et le crime est parfait. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que votre Switch est un produit mafieux? Non, évidemment, mais ça explique tout. Ça explique pourquoi Nintendo est aussi paranoïaque aujourd'hui. Pourquoi ils attaquent les fans en justice, pourquoi ils détestent l'émulation et pourquoi ils verrouillent tout. C'est un réflexe de survie hérité de cette époque. Ils ont tellement peur de redevenir sales, de perdre le contrôle durement gagné, qu'ils en deviennent tyranniques. Nintendo est une forteresse bâtie sur un cimetière de cartes à jouer, et c'est peut-être ça qui les rend aussi uniques. Dans un monde de la tech aseptisé, lisse, dirigé par des algorithmes, Nintendo garde ce petit côté maître du jeu de Kyoto. Ils ne suivent pas les règles, ils les écrivent comme au poker. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, du passé de Nintendo. Je suis curieux de le savoir et surtout de voir si le mythe tient toujours. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Vous connaissez la chanson, c'est vital pour l'algorithme. Et nous on se retrouve très vite pour décortiquer un autre empire. D'ici là, restez curieux, mais méfiez-vous des apparences. Ciao.